Eh bien, notre second grand invité du mardi, on a un très beau plateau après Roland Hureau, après Sylvain Ferreira. Eh bien, c'est François Asselineau qui vient de nous rejoindre sur Géopolitique Profonde. Bonjour, mon cher François. Eh bien, bonjour Nicolas, et puis bonjour à tous les auditeurs, et puis bonne année. Il est encore le temps de souhaiter une bonne année à tout le monde, hein. On est donc, voilà, bonne année, mais une bonne année qui commence sur les chapeaux de roue, c'est le moins qu'on puisse dire. Parce que tous les jours, et presque toutes les heures, il y a des informations qui sont plus ahurissantes les unes que les autres, hein, ou encore au cours des dernières heures, hein. Vous l'avez vu certainement. Absolument. La toute dernière, je ne sais pas si vous avez vu ça, la toute dernière, c'est qu'on apprend que Léon XIV a refusé de recevoir Macron, hein. Ah ça, je ne sais, j'étais pas au courant. C'est sorti là il y a une heure, et les proches de Macron, les proches du pape, reprochent à Macron le travestissement. Vous voyez le choix du mot et la profanation de Notre-Dame de Paris. Il paraît qu'ils vont virer d'ailleurs l'archevêque de Paris. Ah, il serait bien temps. Et par ailleurs, il reproche également les lois iniques sur l'euthanasie qu'il s'apprête à prendre. Et un des proches c'est un cardinal, un des proches de Léon XIV a dit qu'une rencontre entre le pape et Macron serait presque malsaine. Enfin, moi, depuis en 1500 ans d'histoire de France, je n'ai jamais vu que la papauté, enfin si peut-être au moment où Philippe le Bel a fait assassiner Boniface VIII en 1303, mais c'est extraordinaire. Et alors l'archevêque de Cracovie, ça n'avait pas été suffisamment souligné, l'archevêque de Cracovie en mai dernier avait dit de Macron, je le cite, hein, que c'est une épave morale de l'Occident. Ah oui. Qui n'a pas une once d'humanité. En d'autres termes, je suis désolé, vous savez, je sais que vous aimez beaucoup Macron, Nicolas. Mais c'est une admiration sans borne. Mais vous vous rendez compte que Macron, il a réussi quand même un tour de force d'avoir fâché maintenant la France avec en fait la planète entière. Il manquait plus que le Vatican. Et donc, voilà, c'est fait. C'est assez incroyable, en effet. Puis alors, il y serait allé certainement accompagné de Brigitte. Et là, je crois que c'était le coup de trop pour le malheureux. Oui, là, peut-être que ça aurait peut-être été un peu difficile, je ne sais pas. Alors, il lui reproche le travestissement de Notre-Dame, c'est bien ça? Oui, c'est le mot qui a été choisi. Le travestissement et la profanation. En particulier, ils font allusion notamment à l'affaire des vitraux, je crois, et puis au fait que c'est effectivement très joli Notre-Dame, mais c'est plus un lieu de culte en fait. Ça a été en fait, ça s'est transformé en une espèce de musée agréable à regarder, mais voilà. Donc je pense que c'est ça qui est reproché. Et puis de façon plus générale aussi, enfin, c'est vrai que les lois sur l'euthanasie c'est quand même, vous vous rendez compte que Macron, lors de son message de vœux, le but qui s'est fixé pour la fin de son deuxième mandat, c'est quand même d'arriver à la loi sur l'euthanasie, quand même. Dont je rappelle au passage que cette loi, si elle est votée avec ce qui est prévu, c'est que il serait criminalisé d'empêcher ou de convaincre quelqu'un de ne pas se faire euthanasier, hein. C'est-à-dire, si vous avez une mamie qui est à un EHPAD, et puis et la mamie, elle dit, oh, je vais en finir, et puis que vous dites à la mamie, oh ben non, reste avec nous, on t'aime, etc., etc. S'il y a un mouchard dans la salle, vous êtes passible de peine de prison, hein, parce que vous aurez essayé de dissuader votre grand-mère de ne pas se faire euthanasier. On en est là, hein. Enfin, c'est absolument délirant. Et le plus délirant étant au passage que Macron prend ce genre de mesures alors même que la natalité française s'effondre et que, vous avez vu, c'était un des grands titres du Monde il y a quelques jours, en 2025, le nombre de décès l'a emporté sur le nombre de naissances en France. Donc en fait, Macron, c'est une culture de mort, en fait, hein. Quand vous avez un truc où le nombre de décès l'emporte sur le nombre de naissances, vouloir favoriser l'euthanasie et ne pas dire un mot, au contraire lutter contre la politique de la famille, qu'est-ce que vous voulez, je suis désolé, c'est la mort en personne, hein, voilà. Oui, c'est la mort en personne. La constitutionnalisation de l'avortement, l'euthanasie. Voilà. En effet, on est bordé, c'est le moins qu'on puisse dire. Voilà. Et quand vous vous rendez compte qu'au Vatican, on parle du président de la République française comme d'une épave morale,
Donc, enfin, Macron, avec Macron, on est fâché maintenant, on est en guerre quand même avec la Russie, avec les États-Unis, on va en parler, je pense, avec tous les pays d'Afrique, en fait, en tout cas les pays du Sahel, plus Totalement. l'ancienne colonie française, avec toute Totalement. l'Afrique de l'Est. On est brouillé avec le Brésil, on est fâché avec la Chine, on est en délicatesse on est brouillé avec la Biélorussie, on est en délicatesse avec un certain nombre de pays du Moyen-Orient, on est brouillé avec l'Iran, on est brouillé avec le Venezuela. Il restait plus que le Vatican. Il restait plus que le Vatican. C'est dingue. Voilà. Et donc, Monseigneur Ulrich serait sur la sellette aussi, c'est ça? Qui ça? Monseigneur Ulrich serait Oui, sur la sellette. l'archevêque de Notre-Dame. Enfin, c'est ce que je viens de poster un tweet sur. Voilà, ce sont des informations qui viennent du Vatican. Et d'ailleurs, puisqu'on parle de ça, enfin, ça change un petit peu de parler du Vatican. Je ne m'adresse pas ici à un public. Le public, il n'est pas forcément catholique ni même chrétien. Mais c'est quand même intéressant parce que, bon, qu'on le veuille ou non, le Vatican a quand même encore une influence dans le monde, une influence morale, une influence géopolitique. Et beaucoup plus d'ailleurs dans certains pays d'Amérique du Sud ou d'Afrique qu'en Europe occidentale. Mais le Vatican pèse encore. Et vous avez vu ce discours qu'a fait le pape Léon XIV, qui pour l'instant, c'était surtout, ça fait 1 an qu'il est pape. Pour l'instant, il n'a pas fait des choses extraordinaires. Du point de vue, on a l'impression qu'il est d'une grande prudence, Oui. qu'il essaie de ménager la chèvre et le chou, puisque au sein de l'Église, elle est extrêmement divisée entre j'allais dire la droite et la gauche, entre les conservateurs, les progressistes, entre ceux qui veulent revenir un petit peu à la tradition en estimant que le Concile de Vatican II a en fait été une espèce de suicide de la catholicité, et puis ceux qui, au contraire, considèrent que Vatican II n'est pas allé assez loin et qu'il faut épouser la modernité faute de marginalisation. Donc vous avez ces 2 écoles et des sous-écoles aussi, au passage, qui traversent l'Église. Mais enfin, là, les gens ont remarqué, vous avez vu, c'est le discours de Léon XIV devant le corps diplomatique accrédité auprès du Saint-Siège. Donc c'était le 9 janvier. Et il a fait un discours qui est quand même assez lunaire, dans le sens, je dis lunaire dans le sens vraiment assez spectaculaire. Oui. Je l'ai relayé sur mon compte Twitter parce qu'il a dénoncé la dérive orwellienne de l'Occident, en montrant que désormais le travestissement des mots, les mots ne sont plus utilisés comment dirais-je, comme il se doit, et qu'il y a une espèce d'intimidation et de pression morale qui fait que c'est la liberté d'expression qui est complètement remise en cause dans le monde occidental et au-delà même la liberté de conscience. Et il cite notamment l'avortement, il cite notamment l'euthanasie, en montrant que des gens s'attaquent à la conscience même des gens. Si d'aventure vous dites que vous n'êtes pas d'accord avec la loi sur l'euthanasie telle qu'elle se profile, une loi inimaginable, puisque vous avez vu que dans un premier temps, c'est une loi qui est portée par le Grand Orient de France, soit dit en passant, on l'avait vu, il y a cette loi, elle prévoit notamment que d'étendre la capacité de s'euthanasier à des adolescents. Enfin, c'est délirant. C'est absolument, c'est vraiment, c'est un reniement de tout ce qui a été le monde occidental, de la sacralité de la vie quand même, qui est là, on a l'impression que tout est en train de passer par-dessus bord. Mais c'est vraiment un sentiment, je ne sais pas ce que vous en pensez, ce qu'en pensent les auditeurs, mais moi, je n'ai jamais vu une période comme la période actuelle, parce que là, je pense qu'on va parler des questions internationales, mais Oui. les décisions de Trump, moi, elles me laissent baba. Enfin, j'avoue que j'arrive plus à suivre. Justement, allons-y, François, à la fois, c'est-à-dire cette déchéance européenne, avant de parler de l'UE contre la France avec l'aspect intérieur et le Mercosur, déjà j'aimerais vous avoir et vous entendre sur cette déchéance européenne par rapport au Groenland, comme par rapport aux autres régions du monde, et alors les attaques répétées, redoublées de Trump, qui en effet laissent songeur par rapport au Trump que l'on avait cru retrouver avec le début de l'année 2025. Donc on a un Trump à l'offensive, c'est le moins qu'on puisse dire. Voilà. Dans le Groenland. Donc on a l'impression qu'il y a eu, au cours de ce second mandat, on a l'impression que le premier mandat de Trump, il a été entravé pendant les 4 ans pour faire vraiment ce qu'il voulait faire.
Et Oui. puis le deuxième mandat avait quand même plutôt bien commencé. Enfin, moi, j'avais trouvé qu'il avait bien commencé. Le discours de Oui. Vance à Munich, justement, où il en appelait à ce que l'Europe retrouve ses valeurs, il en appelait à la liberté des peuples et des nations. Enfin, tout ça me paraissait plutôt de bonne aloi. Dans un premier temps aussi, Trump avait pris des mesures pour calmer le jeu sur toute une série de théâtres d'opérations. On voit bien qu'il essaie d'aboutir à la paix avec la Russie. Sur l'affaire du Moyen-Orient, qu'on le veuille ou non, même s'il a soutenu Netanyahou, mais il l'a soutenu en le calmant aussi, c'est l'affaire de la guerre des 12 jours, hein, qui reste quand même à écrire. C'est-à-dire que tout en soutenant l'invasion, enfin les frappes israéliennes sur l'Iran, il a quand même demandé à Netanyahou d'arrêter. Alors il y a été aidé par le fait que l'Iran a développé des armes furtives et des missiles hypersoniques qui se jouent en fait du dôme d'acier d'Israël. Donc, mais quand même, il y a eu un accord certainement entre, enfin c'est même plus que certain, c'est absolument sûr, entre Trump et les mollahs iraniens à cette époque, puisque rappelez-vous que après avoir fait quelques frappes, après avoir dit que tout avait été détruit, les spécialistes savent que c'est pas vrai parce qu'il avait utilisé des bombes, vous savez, très puissantes, mais qui peuvent faire des trous de 50 à 60 mètres de profondeur dans le sol, ce qui est déjà beaucoup. Sauf que les installations des centrifugeuses iraniennes, elles sont à moins 500 ou moins 600 mètres, donc elles n'avaient pas été touchées. Mais après avoir dit que tout avait été détruit, ce qui est faux, ce qui finalement revenait en définitive à protéger l'Iran, en définitive à dire il faut arrêter la guerre avec l'Iran. Rappelez-vous qu'ensuite l'Iran avait frappé une base américaine au Qatar Oui. en ayant prévenu, et donc les Américains avaient retiré toutes leurs troupes. Mmh. Et suite à cette frappe, Trump s'était fendu d'un message de remerciement C'est ça. à l'ayatollah, enfin voilà, au guide suprême, l'ayatollah Khamenei, pour le remercier justement de les avoir prévenus. Donc on voit qu'il y avait une espèce de chorégraphie. Voilà, donc si vous ajoutez à ça les efforts de Trump pour arrêter le conflit naissant entre la Thaïlande et le Cambodge, son action dans l'Afrique des Grands Lacs, à juste titre, Trump pouvait essayer de prétendre à ce fameux prix Nobel de la paix sur lequel, à l'évidence, il fait une fixette. Hein. J'ai l'impression qu'il fait une fixation là-dessus. Bon. Et puis, on a depuis quelques mois, je sais pas, j'ai l'impression depuis la rentrée, depuis le mois de septembre, on a l'impression que Trump, d'un seul coup, on passe dans une deuxième phase. Et là, autant moi je trouve que dans un premier temps, on pouvait se réjouir de ce que faisait Trump, là, honnêtement, c'est quand même inquiétant. C'est quand même très inquiétant, puisque il y a eu cette intervention au Venezuela que personnellement j'ai condamnée, alors que la quasi-totalité de la classe politique française a repris à son compte le narratif américain sur le thème que Maduro était une crapule, était un dictateur épouvantable. Bon, ce qui, bien sûr, je ne dis pas que c'est pas une dictature, c'est vrai que c'est un, mais il y a aussi, j'ai replacé ça dans tout un contexte des sanctions, etc. Et comme je l'ai dit et comme je le maintiens, les Vénézuéliens, entre un président du Venezuela imposé par les Américains et Maduro, même, ils préfèrent Maduro. Hein, voilà. Et comme je le dis, Maduro était devenu très impopulaire, mais quand même moins impopulaire que Macron en France. Il gardait peut-être 30% de soutien. Donc, et puis, c'est fondamentalement une attaque directe contre le droit international. Rappelez-vous que Macron a soutenu ça en disant bravo, sans dire un mot du droit international. Et c'est une erreur absolument tragique parce que maintenant, on a la monnaie de cette pièce. C'est-à-dire qu'à partir du moment où Macron n'a pas réagi, n'a pas condamné virulemment la violation du droit international, maintenant Trump, il sait qu'il peut y aller. Alors il peut y aller comment? Il peut y aller, on l'a vu sur la question du Groenland, on le voit sur la question du Groenland, puisque il veut mettre la main sur ça. Alors j'ai fait une vidéo qui a beaucoup de succès d'ailleurs, j'en ai à 160 000 vues, une vidéo pour expliquer un petit peu le Groenland. Moi, je trouve que je suis allé au Groenland en 1985, je connais assez bien. On avait été reçus avec un groupe d'élèves de l'ENA par le Premier ministre groenlandais de l'époque qui s'appelait Jonathan Motzfeldt, qui était un pasteur, et accessoirement qui était un peu porté sur la bouteille, mais enfin, faut dire que la population était dans un état un peu de dénuement moral important. La ville de Nuuk, j'ai vu les photos de Nuuk, qui est la capitale. Oui. J'ai vu que maintenant il y a des immeubles, quelques HLM qui ont été construits. Ça n'existait pas
il y a 40 ans, en fait. Donc il y a un petit effort, sans doute, qui a été fait par le Danemark. Enfin bref, j'ai montré dans cette vidéo que la volonté des États-Unis de mettre la main sur le Groenland n'est pas nouvelle. Hein. Ça remonte avec le secrétaire d'État Seward, c'était en 1867, quelque chose comme ça, dans la foulée de l'achat de l'Alaska par les États-Unis à la Russie d'Alexandre II. Et donc, dans cette place, ça fait 160 ans que les Américains veulent essayer de raccrocher ce Groenland aux États-Unis. Bon, pour toute une série de raisons. Ce qui est vrai, c'est que c'est si vous tracez une ligne orthodromique, comme on dit, c'est-à-dire la ligne la plus courte, qui est celle suivie par les missiles, par exemple entre Chicago et Saint-Pétersbourg, ou bien entre Los Angeles et Moscou, ça passe au-dessus du Groenland. Donc il est nécessaire d'avoir une surveillance. Mais c'est le cas. C'est déjà le cas, puisque vous avez la base qui s'appelait la Nouvelle-Thulé, et puis qui a changé de nom parce qu'il y a eu toute une espèce de réappropriation, un peu comme dans le monde entier, de réappropriation culturelle des peuples colonisés, un peu comme on le trouve dans le Pacifique Sud. Donc là, en Antarctique, au Groenland, des populations que l'on appelait, nous, les Esquimaux, et qu'il ne faut surtout plus appeler les Esquimaux, parce que c'est assez péjoratif, ça veut dire mangeurs de viande crue. En fait, on les appelle les Inuits. Il y a d'ailleurs toute une série d'ethnies. Donc, il y a eu une espèce d'inuitisation de l'onomastique, etc. Par exemple, la capitale du Groenland s'appelait Gottrab, qui veut dire le port de Dieu. C'était une dénomination danoise, a été changée en Nuuk. La base militaire de la Nouvelle-Thulé des Américains a été changée en Pituffik. Elle se retrouve tout à fait au nord. Et c'est une base aérienne qui a 150 soldats en permanence américains, une piste qui permet l'atterrissage de très gros porteurs d'avions, des AWACS, des C-130, etc. Et c'est une base qui peut accueillir jusqu'à plusieurs milliers de militaires, le cas échéant. Ce qui fait qu'en l'espace de 48 heures, Trump peut envoyer 6000 soldats qui seront, avec toute la cantine, vous savez, toute l'organisation américaine qui va avec, qui seront à pied d'œuvre au Groenland pour intervenir face aux 15 soldats que Macron a envoyés. Hein. Les Américains, donc ça a été renouvelé après la Seconde Guerre mondiale. Il y a eu sur Truman, ils avaient proposé d'acheter ça 100 millions de dollars, etc. Donc c'est pas nouveau que les Américains essaient d'acquérir le Groenland. Ce qui est nouveau quand même, c'est que le Groenland, ça fait quand même partie du Danemark, ça fait partie de l'OTAN. Les États-Unis y ont une base, comme je viens de le dire. Et on avait cru comprendre que les revendications territoriales avaient quand même diminué. Mais là, donc Trump va de l'avant pour des raisons, à mon avis, qui sont diverses et variées. Il y a certainement ce dont on parle, c'est-à-dire ça serait très riche en hydrocarbures, mais très difficile d'exploitation. Ça serait très riche en terres rares, mais difficile d'exploitation. Mais enfin, c'est vrai que c'est actuellement la course aux matières premières que Trump a engagée. Donc tout ça est exact. Il y a la surveillance, ça je n'y crois pas beaucoup pour toutes les raisons que je viens de dire. Il y a déjà une base aérienne, mais bon, ça leur permet, parce que Trump il met en avant des questions de sécurité. Mais je pense qu'il y a aussi une autre volonté chez Trump, c'est d'une part de renouveler le rêve américain. Hein, c'est que les États-Unis d'Amérique, j'avais expliqué ça dans une conférence que j'ai faite il y a 18 ans, ou 15 ans, c'est qui gouverne la France et l'Europe. C'est l'idée de quelque chose qui est en expansion continuelle. Et d'ailleurs, les États-Unis d'Amérique se sont constitués principalement par des achats de terres. Enfin, d'abord du vol et de la rapine, lorsqu'ils ont chassé les Amérindiens des premières colonies, des 13 premières colonies, puis après ils se sont portés vers l'ouest. Et là, ils ont beaucoup acheté. Ils ont acheté notamment la fameuse Louisiane à Napoléon, pour, je crois, 20 millions de francs or, ce qui paraît vraiment pas beaucoup, mais la Louisiane à l'époque, ça allait de l'État de Louisiane aujourd'hui jusqu'au Dakota du Nord. Donc ça traversait en fait tout le continent. C'est peut-être un quart des États-Unis d'aujourd'hui, ce qui était la Louisiane française de l'époque. Et puis après ça, les Américains ont acheté l'Alaska, comme je le disais, vers 1863, je crois. Après ça, ils ont acheté, en 1853, ils ont acheté un petit morceau de ce qu'allait devenir l'Arizona, ça, ils ont acheté ça au Mexique. En 1863 ou 67, ils ont acheté l'Alaska, c'est là qu'ils voulaient aussi acheter le Groenland. En 1898, ils ont acheté
Porto Rico, les îles Vierges danoises, les îles Vierges, comment dirais-je, les Philippines et les Mariannes. Les Mariannes, c'est un archipel au sud du Japon, et les Philippines, c'est à l'est de la Chine, en 1898. Et ils ont mis aussi la main sur les îles Hawaï, ça pas par l'achat, mais par des accords de libre-échange, et puis petit à petit une manipulation. Voilà. Donc, il y a une espèce d'expansion continuelle, et Porto Rico aussi, qu'ils ont acheté en 1898. Donc, l'idée que les Américains veuillent acheter le Groenland s'inscrit dans deux longues traditions. Un, la volonté de mettre la main sur le Groenland. Deux, le fait d'acheter le truc. Et je pense que dans l'esprit de Trump, il veut essayer de montrer Make America Great Again, c'est montrer que l'Amérique est toujours fidèle à cette espèce de message messianique, parce qu'il ne faut jamais oublier ça, c'est que dans la mentalité américaine, il s'agit quand même de construire une nouvelle Jérusalem terrestre, quelque chose c'est le mythe des pères fondateurs, des pèlerins du Mayflower, et ça a été codifié par les deux fameuses grandes déclarations, doctrines, disons, du 19e siècle, celle de 1823, la doctrine dite doctrine Monroe, parce que c'est le président Monroe qui l'avait formulée, qui, contrairement à ce qu'on expliquait aux étudiants en France, n'est pas une doctrine d'isolationnisme américain, c'est une doctrine qui consiste à dire tout le continent américain, depuis le Nord-Canada jusqu'à la Terre de Feu, en fait, relève de la responsabilité des États-Unis d'Amérique, et tous les États d'Europe doivent dégager. Et c'est pas pour rien que Monroe dit ça en 1823, parce qu'en 1821, vous avez l'indépendance du Mexique, et puis que dans les années qui suivent, vous avez les unes après les autres les indépendances de toutes les anciennes colonies espagnoles qui avaient été conquises du temps de Cortés et de Pizarro, du XVIe siècle. Donc elles deviennent indépendantes sous les dénominations de Venezuela, de Bolivie, de Colombie, d'Équateur, de Chili, d'Argentine. Donc c'est à partir de ce moment-là que les États-Unis définissent cette doctrine Monroe qui consiste à dire vous dégagez. Bien. Et puis quelques années après, donc c'est en 1845, je crois, vous avez la doctrine dite de la destinée manifeste qui a été énoncée par un président américain qui est peu connu, c'est à tort parce que c'est un des présidents qui a eu un rôle réellement important dans l'histoire des États-Unis. C'est le président Polk, ça s'écrit P-O-L-K. Il a fait qu'un seul mandat et il a repris à son compte le titre d'un journal de l'époque qui était sur la Manifest Destiny, la destinée manifeste du peuple américain. C'est quoi? C'est qu'en fait, le peuple américain a pour destinée évidente, manifeste, d'abord de conquérir tout le continent jusqu'au Pacifique. Je rappelle qu'en 1800, cette doctrine de la destinée manifeste, c'est aux alentours de 1845, 50, je ne sais plus exactement. Mais ce que je sais, en tout cas, c'est qu'en 1849, la Californie rejoint les États-Unis d'Amérique. Il faut bien comprendre quelque chose, c'est que les États-Unis d'Amérique sont de création récente. Les derniers États à être entrés aux États-Unis, c'est Hawaï et l'Alaska qui sont devenus des États en 1959. En 1959, quand je suis né, l'Alaska j'étais tout petit, mais l'Alaska les îles Hawaï n'étaient pas des États. C'était un peu comme le statut de Porto Rico ou des Samoa américaines aujourd'hui. Vous savez que les Samoa américaines, qui est la partie orientale du petit archipel des Samoa dans le Pacifique Sud, et Porto Rico sont des États sous domination américaine, mais qui ne sont pas qui ne sont pas un des 50 États fédérés. Et donc il faut comprendre que en 1849 seulement, la Californie va adhérer aux États-Unis d'Amérique, mais des pays comme, des États comme l'Arizona ou l'Oklahoma, il faut attendre 1906 ou 1907 pour qu'ils rejoignent la Fédération américaine. Ce qui d'ailleurs, au passage, pour les amateurs d'histoire et d'histoire du Pacifique et de l'Asie orientale, parce que en général les Français connaissent pas beaucoup tout ça, les gens qui aiment bien le Japon savent que le Japon s'était refermé sur lui-même suite aux arrivées des chrétiens missionnaires avec Saint François Xavier, et donc qui remettaient en cause
qui prétendait que des Japonais allaient obéir au pontife romain qui était à 20 000 kilomètres, ce qui n'était pas le goût des Japonais. Bon, donc tout ça, ça s'était terminé, vous savez, par l'éradication des missionnaires chrétiens, le refermement du Japon sur lui-même, et la prise de pouvoir par la famille Tokugawa, qui est une famille qui impose le shogun, c'est-à-dire qui est une espèce de maire du palais comme sous les Mérovingiens en France, qui prend le pouvoir et qui relègue l'empereur à un rôle totalement artificiel, qu'il a d'ailleurs conservé. C'est une espèce de monarchie constitutionnelle avant la lettre. Bien. Et cette fermeture du Japon va durer jusqu'en 1853. Et toutes les gens qui connaissent l'histoire du Japon, on leur explique que c'est les Américains, avec les navires du Commodore Perry, qui sont venus bombarder la baie de Edo, la future Tokyo, pour forcer le Japon à s'ouvrir au commerce international. Et moi, il a fallu quand même que quand je réagisse, quand j'ai vécu au Japon, un jour j'ai réalisé un truc que j'avais pas compris, c'est que en 1853, les États-Unis forcent le Japon à s'ouvrir au commerce international, vont s'engouffrer derrière eux les Anglais, les Français, les Allemands. Ça va aboutir à la révolution Meiji, donc un bouleversement complet de la société japonaise. Mais en 1853, la Californie était américaine depuis 4 ans, et vous aviez des États comme l'État d'Oregon, de Washington, d'Arizona ou d'Oklahoma ou du Nouveau-Mexique qui n'étaient pas dans la fédération américaine. Ça veut donc dire que c'est vraiment intéressant à comprendre, c'est que cette destinée manifeste dont je parlais, en fait, les États-Unis n'avaient même pas fini de se constituer eux-mêmes, qu'ils étaient déjà, ils envoyaient des navires de guerre passer par le Cap Horn, traverser l'ensemble du Pacifique pour aller bombarder le Japon pour le forcer à s'ouvrir au commerce international. C'est quand même une volonté hégémonique et fondée notamment sur le business qui est quand même très, très impressionnante. Donc pour en revenir à notre histoire de Groenland, vous avez vu que, alors j'ai expliqué dans ma vidéo qu'en fait, derrière cette affaire de Groenland, il y a un ami de Trump qui s'appelle Monsieur Ronald Lauder, qui est le fils de Estée Lauder, qui était la fondatrice des produits de beauté, elle est multimilliardaire, enfin elle est décédée, mais multimilliardaire. Son fils, il a 720e, je crois, fortune mondiale selon le magazine Force. Ce Monsieur Ronald Lauder se trouve être par ailleurs a été président du Congrès juif mondial, et il se trouve être un ami intime et de Netanyahou et de Trump. Il a d'ailleurs financé les campagnes électorales et de Netanyahou et de Trump. Il a d'ailleurs été poursuivi en Israël pour avoir, parce que Netanyahou en aurait, enfin bon, il aurait corrompu Netanyahou, ce type. Et ce monsieur Ronald Lauder, si j'en parle, c'est parce qu'il est au cœur des opérations concernant le Groenland. Ce qu'en France, personne ne dit dans les médias, alors que dès que vous allez lire, si vous lisez les magazines les plus sérieux aux États-Unis ou bien au Danemark et dans le monde scandinave. Notamment, il y a un article qui s'appelle Politiker qui est tout à fait intéressant sur le sujet, mais aussi il y en a d'autres. En fait, c'est un businessman et qui a acheté des parts dans deux sociétés qui ont été créées par des hommes d'affaires groenlandais. Mais vous savez, le Groenland, c'est la ville c'est la population de comment on appelle ça, de Maison Alfort sur 4 fois la France. Mmh. Donc c'est rien en fait, c'est vide complètement d'hommes. Et la ville de Nuuk, c'est tout petit. Donc quand on parle du monde des affaires ou des allées du pouvoir à Nuuk, c'est une plaisanterie. C'est vraiment minuscule. Donc c'est une toute petite communauté il doit y avoir une quinzaine d'hommes d'affaires au Groenland, un maximum. Et il y en a 2 qui ont créé des sociétés, l'une pour commercialiser de l'eau minérale de grande pureté, l'autre un fonds d'investissement pour investir justement sur tout ce qui est hydroélectricité au Groenland. Et ces 2 sociétés ont été créées par 2 proches des autorités groenlandaises. Le mari de l'actuel ministre des Affaires étrangères du Groenland est l'un des deux créateurs de ces 2 sociétés. Or, ils ont été investis par justement ce monsieur Lauder, qui leur a graissé la patte. Ça veut donc dire que la ministre des Affaires étrangères du Groenland, aujourd'hui, son mari est copain, si vous voulez, et même financé, reçoit de l'argent de Ronald Lauder, qui est le type qui a conseillé à Trump de mettre la main sur le Groenland. Parce que derrière, il y a des histoires de business.
Alors ça, personne dans la presse française, personne n'en parle, parce qu'évidemment, dès qu'on commence à parler d'Israël, aussitôt, c'est extrêmement compliqué, mais c'est quand même la vérité. La vérité, c'est celle-ci. Et donc, derrière tout ça, il y a Trump qui est... Il y a aussi des intérêts de ses proches, des intérêts pour faire du big business au Groenland. D'ailleurs, moi, je remarque que Trump a accéléré sa politique à partir du 30 décembre, lorsqu'il a reçu à Mar-a-Lago Netanyahou. Netanyahou, le premier ministre d'Israël, vous savez, a été reçu. Ils ont bien parlé de choses et d'autres. Et dans les jours qui ont suivi, ils n'ont pas uniquement ils se sont pas offerts des cadeaux de Noël uniquement, hein, je pense. Et donc, dans les jours qui ont suivi, Trump a lancé l'opération Venezuela. Le premier pays au monde à approuver ça, c'était Israël. Et les gens savent, enfin, beaucoup d'observateurs pensent que, en faisant ça, Trump voulait s'assurer la mainmise sur les hydrocarbures vénézuéliens. Donc, vous savez que le Venezuela est le pays du monde qui a le plus de réserves en hydrocarbures, plus que l'Arabie Saoudite, même si c'est des schistes bitumineux, du pétrole lourd qui est difficile d'exploitation. Hein, donc, le coût d'exploitation est important. Mais certains disent que Trump voulait faire ça pour s'assurer une mainmise sur ces ressources pétrolières au cas où, en perspective d'une guerre en Iran, et une guerre en Iran qui pourrait déboucher sur un blocage du détroit d'Ormuz fait par les Iraniens. Alors là, ça serait vraiment un effondrement économique planétaire qui risquerait d'arriver. Et au passage, il y a une puissance qui est particulièrement visée en l'espèce, c'est la Chine, puisque la Chine a fait un prêt de 62 milliards de dollars au Venezuela, qui va payer. Là, il y avait une délégation chinoise à Caracas, quelques heures avant même le kidnapping de Maduro. Donc c'est quand même une gifle pour le gouvernement de Pékin. Et puis par ailleurs, si les Américains mettent la main sur les hydrocarbures, les Chinois étaient la seule puissance qui bravait les sanctions américaines et qui achetait au Venezuela des hydrocarbures parce qu'ils en ont terriblement besoin. Donc déjà, c'est terrible pour la Chine ce qui vient de se passer au Venezuela. Enfin, c'est terrible, c'est un vrai souci. Mais si par ailleurs il y avait un blocage du détroit d'Ormuz, la Chine, même si elle achète de plus en plus d'hydrocarbures à la Russie, la Chine aurait des vrais soucis quant à son développement économique. Donc ça, c'est la première chose qu'a décidé Trump au tout début, c'était le 3 janvier, donc 4 jours après avoir vu Netanyahou. Et puis dans la foulée, il y a eu cette opération de déstabilisation de l'Iran, dont, enfin, je veux dire, il faut être vraiment benet ou ne rien connaître, ou être d'une naïveté extraordinaire, ou alors d'une hypocrisie sans nom, et ne pas oser dire, n'appeler un chat un chat. Ce qui s'est passé en Iran, on voit d'ailleurs que c'est quasiment en train de s'arrêter. C'est une tentative de révolution de couleur qui a été fomentée conjointement par la CIA et le Mossad. Et on le sait à de nombreux... D'abord, il y a un marqueur idéologique qui est tout à fait convaincant, si vous voulez, c'est le marqueur idéologique BHL. Dès que vous voyez Bernard-Henri Lévy qui monte au créneau pour défendre un truc, vous êtes certain que derrière, il y a la CIA et le Mossad. C'est exactement ce qui s'est passé. Donc d'un seul coup, on a appris que les femmes iraniennes n'en pouvaient plus. On a appris que... Enfin, c'est le sketch habituel, si vous voulez. Alors, encore une fois, je dis pas ça pour défendre le régime des mollahs. Enfin, le régime des mollahs, il n'est pas sorti de n'importe où aussi. Hein. Il est sorti d'un peuple qui avait renversé le régime tyrannique qui était celui du Shah d'Iran, qui avait été imposé par la CIA après l'épisode de Mossadegh. Et donc, on a eu les ingrédients habituels de la désinformation, c'est-à-dire d'un seul coup, on apprend qu'il y a des morts par centaines, par milliers, par dizaines de milliers. On n'a aucune photo, on ne sait pas, mais on a aussitôt, vous savez, comme vous aviez eu l'Observatoire syrien des droits de l'homme, l'OSDH, qui s'était constitué lorsqu'il y a eu une déstabilisation un peu identique du régime de Bachar el-Assad. Vous aviez vu qu'il y avait donc comment on appelle ça attendez que je regarde quelque chose. Voilà. Excusez-moi. Voilà. Parce que j'ai mon téléphone qui faisait des bips. On a eu avec l'OSDH, c'était un type, un Syrien, qui était dans un sous-sol à Londres, tout seul avec son secrétaire, et qui annonçait régulièrement qu'il y avait eu le gazage. Moi, je me rappelle, c'était en 2017, pendant la campagne présidentielle.
Première chose qu'on m'avait posée sur France Info TV, qu'est-ce que vous pensez du gazage de la population de Khan Cheikhoun en Syrie par le régime de Bachar el-Assad? Voilà, on n'en savait rien, c'était un truc qui était sorti par l'OSDH, on a su bien longtemps après que ça avait été une invention, etc. Alors là, il y a la même chose qui est apparue en Iran. Un Iran où il y a on sait qu'il y a des infiltrations d'agents du Mossad, d'agents de la CIA, peut-être également du MI6 britannique. Et donc, il y a eu, comme par hasard, une espèce d'ébullition qui a été coordonnée avec comme objectif de déstabiliser le régime iranien. Sauf que maintenant, on a l'impression, vous savez, que d'un scénario maintenant où les gens ne mordent plus à l'hameçon. Parce que ce scénario, on l'a vu, je l'ai dit, on l'a vu en Syrie. On a vu en Géorgie, il y avait eu la même chose qui avait été tentée en Géorgie. On l'a vu en Libye, on l'a vu un peu partout. Et on l'a vu en Ukraine, bien sûr, avec le Maïdan. On l'a vu avec les révolutions de couleur aussi. Hein, Maintenant, le scénario, il est bien connu. Il est trop bien connu. Et il s'est passé, en fait, en Iran, la même chose que ce qui se passe au Venezuela. C'est que même si le régime est devenu impopulaire en Iran, notamment du fait des sanctions américaines et européennes, hein, parce qu'il ne faut toujours pas oublier que on nous décrit tous ces régimes comme faisant le malheur de leur population parce que la vie est très difficile, mais cette vie est très difficile parce qu'il y a des sanctions. D'ailleurs, c'était l'objectif poursuivi avec les sanctions contre la Russie. Hein. Les sanctions contre la Russie, vous avez rappelé Bruno Le Maire qui avait dit qu'il allait mettre l'économie russe à genoux. Dans les concepteurs euro-atlantistes de l'affaire, il s'agissait de faire des sanctions contre la Russie pour amener une chute profonde du niveau de vie des Russes et des rébellions qui auraient éclaté un peu partout à travers la Russie avec des agents du style Navalny et qui auraient renversé le régime. C'était ça qui était prévu au programme. Hein. Donc, en Russie, ça n'a pas marché. Au Venezuela, pour l'instant, à part Maduro, le régime chaviste reste en place. Et en Iran, ça n'a pas marché. Parce qu'en Iran, ils sont comme au Venezuela. Certes, il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas le régime des mollahs, qui doit avoir à peu près la même popularité que Maduro avant l'intervention américaine. Moi, j'estime ça aux alentours de 25 à 30% de la population. Hein, il y a 25 à 30% de la population vénézuélienne, à mon avis, qui soutenait Maduro. Donc c'est un régime impopulaire, il y a 60-70% de gens qui... Et pareil, à mon avis, avec les mollahs. Mais entre ça et les Américains, là, c'est l'union nationale contre les Américains. On l'a vu à Caracas, où il y a eu l'opposition au chavisme et le pouvoir chaviste au Parlement, d'un seul cœur, ont entonné l'hymne national bolivarien. Et en Iran, la même chose se produit, c'est que les Iraniens détestent les Américains plus que tout. Alors, vraiment, en plus de ça, les Iraniens qui sont un peuple c'est une très grande civilisation. Dans le monde feutré de la diplomatie mondiale, que je connais quand même un peu, on considère en général qu'il y a des peuples qui ont une diplomatie extrêmement subtile et très, très calculée, dont font partie les Iraniens. Voilà, ce sont des gens très, très calculateurs. Hein. Faut voir que l'Iran, l'Afghanistan, le nord de l'Inde, c'est dans ces pays qui est apparu le chaturanga, hein, c'est-à-dire l'ancêtre du jeu d'échecs. Ça vient de là. Donc, ce sont des populations, des peuples qui sont très, très calculateurs et très réfléchis et qui sont pas bêtes. Donc là, ce que les Iraniens, puisque j'en suis à décrire ce que je crois être la scène politique iranienne, je pense qu'il y a à peu près 30% des gens qui soutiennent les mollahs. Il y a peut-être 30% qui soutiennent l'ancien parti communiste Toudé, hein, les moudjahidines du peuple. La gauche iranienne, c'est puissant, c'est vraiment, ça a existé, c'est un point très important. Hein. Les Iraniens ne sont pas des Arabes, ce sont des Ariens. L'islam leur a été imposé par les conquêtes arabes. Ils ont d'ailleurs choisi leur version de l'islam, qui est l'islam chiite, et c'est quand même un peuple il y a les poètes iraniens bien connus qui ont chanté l'alcool, etc. Donc en Iran aujourd'hui, si vous allez en Iran, m'a-t-on dit, malheureusement j'y suis pas allé, mais je le sais de nombreuses sources, vous trouvez assez facilement des gens qui boivent de l'alcool ou qui mangent du saucisson, etc. Donc vous avez quand même
toute une partie de la société iranienne qui est en rébellion, mais cette partie-là, ce sont des gens de gauche plutôt. Hein. Il ne faut pas oublier que l'Iran a été très, très voisine de l'Azerbaïdjan, qui était une république socialiste soviétique. Hein. Donc il y avait et Mossadegh était un type de gauche qui a été renversé par la CIA. Et puis vous avez, parmi les autres forces, vous avez peut-être 20%, 15-20% des gens qui sont pour une espèce d'Iran de démocratie à l'occidentale. Et vous avez, alors la tête d'épingle, c'est peut-être 5% des gens maximum, qui soutiennent l'héritier de Mohamed Reza Shah Pahlavi, qui veulent une reconstitution de la dynastie des Pahlavi. Mais la façon dont on nous a présenté ça dans les médias, avec pour remettre sur le trône le fils Pahlavi, ça va pas du tout. Ça ne correspond absolument pas à ce que souhaite une grande majorité des Iraniens. Si le régime des mollahs devait s'effondrer, il y aurait plus de chances qu'il y ait la gauche qui soit là. D'ailleurs, je rappelle que lorsque le Shah s'est enfui en janvier 79, lui a succédé l'administration Carter a poussé en avant Shapour Bakhtiar, qui était un type, c'était un peu l'équivalent du Bayrou local, si j'ose dire, enfin un type plutôt de centre droit, etc., et qui a été emporté par fétu de paille. Puis il y a eu comme président de la République Bani Sadr, qui était un type de gauche. Et donc, mais c'était une situation instable parce que la volonté des Iraniens de l'époque, très majoritaire, notamment menée par les bazaris, c'est-à-dire les commerçants du bazar qui font un peu l'opinion publique dans les grandes villes, que ce soit Qom, que ce soit Meshhad, que ce soit Téhéran, que ce soit Isfahan, eh bien, était du côté de l'ayatollah Khomeini, qui avait appelé, ça faisait des années qu'il appelait à la révolution depuis sa résidence de Naufle-le-Château, dans les Yvelines. Et en fait, tout ceci a été balayé, et notamment la gauche a été persécutée. Mais les Iraniens n'ont pas oublié ce qu'était le régime du Shah, qui était un régime terrible, avec la Savak, qui était une police politique terrible, vraiment une terreur, hein, avec des milliers de morts, des choses comme ça. Et son héritier, là, il propose de revenir au pouvoir, de prendre les pleins pouvoirs et de créer la Savame. Bon, voilà. Donc ça veut dire que, en fait, il a fait allégeance aux États-Unis et à Israël. On a vu des photos où il est très ami, l'héritier du trône, avec Netanyahou. Il est allé à Jérusalem, il est allé au mur des Lamentations, etc. Tout ça, ça circule en Iran. Donc, il y a des choses, parfois, je comprends pas très bien comment réagissent à la fois les dirigeants américains et israéliens, de pas comprendre que ce qu'ils ont fait, c'est la meilleure façon de souder le peuple iranien contre ceux-là même qu'ils veulent détruire, c'est-à-dire les mollahs. Voilà. En attendant, vous avez vu que Trump a battu en retraite sur cette affaire, et qu'il a expliqué, après avoir annoncé qu'il allait faire la guerre, puis il a annoncé. Alors, ça témoigne d'une particularité chez Trump, qui est quand même ce caractère extrêmement volatile. Hein. Alors, est-ce que c'est une stratégie qui est de souffler le chaud et le froid en permanence, de façon que les gens ne savent pas sur quel pied on danse? Oui. Ou alors est-ce que c'est une détérioration cérébrale, comme certains le pensent aussi? Moi, j'avoue que je ne sais pas. Et alors, les derniers développements donc sur le Groenland, vous avez vu que donc les pays d'Europe sont montés au créneau pour protéger le Groenland. Personnellement, je considère qu'on n'a pas du tout à se mêler de ça, on s'en fiche complètement. Le Groenland est déjà dans la main des Américains avec la base de Pituffik dont je parlais tout à l'heure. Deuxièmement, c'est pas une possession française. Troisièmement, le Danemark, c'est pas un pays spécialement recommandable, à part Frédéric X, le roi, qui est franco-danois, puisque il est le fils de la reine Margrethe, qui a abdiqué il y a 2 ans, et de son père Henri de Montpezat, qui était un Français. Ouais. Voilà. Mais à part ça, le Danemark n'est pas un pays particulièrement sympathique, puisque je rappelle qu'il est dans la main complète des Américains, et notamment, c'est une des grandes oreilles du réseau Échelon. Ils ont contribué à filer aux Américains des conversations sur tous les chefs d'État et de gouvernement des pays européens, quoi. Ça, c'est sorti dans la presse. Je l'ai annoncé, je l'ai rappelé dans ma vidéo dont je parle. J'ai vu qu'Emmanuel Todd a repris, lui, à son tour, cette affaire. Les Danois, les services secrets danois sont complètement dans la main des Américains. Donc, on n'a pas spécialement à se battre. Et moi, j'ai dit ce que la France aurait dû faire. Plutôt que d'envoyer 15 soldats au Groenland, moi, j'aurais envoyé les 15 soldats à Saint-Pierre-et-Miquelon.
hein, et j'aurais envoyé peut-être 300 soldats en Guyane. Parce que la doctrine Monroe, que maintenant on appelle aux États-Unis la doctrine Donroe, hein, Donald et Monroe, la doctrine Donroe, les mêmes causes produisant les mêmes effets, qu'est-ce qui nous dit que demain, Donald Trump ne va pas dire que finalement, la Guyane française, d'abord la France a rien à y faire, ça c'est l'application de la doctrine Monroe, les puissances européennes n'ont rien à faire sur le continent américain, et deuxièmement, il pourrait très bien dire ce qu'il dit pour le Groenland. Premièrement, il y a le pas de tir de Kourou, c'est très important, puisque vous savez que c'est important du point de vue balistique d'avoir un pas de tir pour envoyer des fusées dans l'espace le plus proche possible de l'équateur. Hein, ça rend les choses plus simples. C'est pour ça d'ailleurs qu'on a le pas de tir de Kourou. Deuxièmement, il y a des ressources aurifères. Il y avait un projet de mine d'or géante qui avait été avancé il y a quelques années, où d'ailleurs trempait Jacques Attali et consorts. Finalement, il y a eu telle protestation quant à la destruction de la forêt vierge que ça s'est un peu arrêté là. Mais enfin, on sait qu'il y a de l'or de façon importante dans le sol guyanais. Et puis on a découvert il y a quelques années que dans la zone économique exclusive au large de la Guyane française, il y a des ressources en hydrocarbures qui sont potentiellement très importantes. Donc demain, Trump pourrait dire aussi qu'il veut mettre la main sur la Guyane française. Voilà. Et nous, dans ce domaine, c'est pour ça que j'avais vivement condamné la déclaration de Macron. Nous, on doit s'en tenir strictement au droit international. Parce qu'il faut absolument que le droit international... On n'a pas 50 atouts dans notre manche. Il faut absolument faire passer les États-Unis pour ce qu'ils sont, pour des gens qui violent le droit international. Et donc moi, plutôt que d'envoyer des soldats au Groenland, hein, plutôt que de me déclarer solidaire, tout ça c'est à cause de la construction européenne, encore une fois, hein, et de l'OTAN. Nous, on devrait renforcer notre présence à Saint-Pierre-et-Miquelon, qui ne présente pas, à vrai dire, un intérêt, mais la Guyane, voilà, mais aussi aux Antilles, et aussi dans le Pacifique Sud. Parce que si demain, par exemple, les Chinois ou nos Australiens ou les Américains décidaient d'intervenir en Nouvelle-Calédonie, de mettre la main en Nouvelle-Calédonie, on fait quoi? Et en Polynésie française, on fait quoi? Vous vous rendez compte, on a seulement un croiseur, je crois simplement, pour une frégate, pour surveiller toute notre zone économique exclusive du Pacifique. C'est énorme, c'est la première zone économique exclusive mondiale. On a une armée qui est très, très, très inférieure à ce que ça devrait. Donc, ce qu'il faudrait, moi, ce genre de choses devrait nous inciter à accélérer le réarmement français et notre présence en outre-mer, présence militaire, mais aussi une présence plus active, en mettant beaucoup plus d'argent sur la Guyane, par exemple. Parce que l'argent qu'on a déversé par dizaines de milliards à Zelensky, dont d'ailleurs une partie tout à fait significative est détournée de façon crapuleuse, si on en avait mis un petit peu sur la Guyane pour améliorer le sort des Guyanais, construire les hôpitaux, les écoles, les commissariats, les routes, etc., qu'ils réclament, on s'attacherait davantage à la population, même si le sentiment indépendantiste est quand même très minoritaire en Guyane, mais surtout pour comment dirais-je, pour unifier la solidarité nationale. Et pareil en Nouvelle-Calédonie. Donc moi, je trouve que ces événements doivent amener la France à se rendre compte d'une vérité fondamentale, c'est qu'on n'est jamais bien défendu que par soi-même. Voilà, on ne doit pas reporter sur Pierre-Paul ou Jacques. Et alors, et je termine ici mon longue présentation de la situation, et vous avez vu ce qui se passe depuis 48 heures, on se demande si Trump n'a pas pété un plomb, là. Puisque Trump a décidé de créer un conseil pour la paix, conseil de la paix, oui, qui était à l'origine vocation à s'occuper de la paix à Gaza. Et puis maintenant, ça va beaucoup plus loin, puisqu'il s'agit en fait tout simplement de se substituer à l'ONU. Et donc, il a lancé un conseil qui pourrait régler l'ensemble des problèmes de la paix, de la guerre dans le monde, avec une soixantaine d'États que lui choisit. C'est lui qui est le président de ce truc. Bien sûr. C'est lui qui choisit les États. Les États, pour y entrer, doivent donner $1 milliard en espèces, $1 milliard cash, doivent être remis au président des États-Unis, enfin au président de cette structure, moyennant quoi ils deviendront des membres permanents, alors que les États qu'il convie, qui ne veulent pas payer, eux ne le seront que pour 3 ans.
Et c'est une structure qui a clairement pour vocation, il l'a dit, que l'ONU, ça marchait pas, etc. Alors là, moi, je trouve les bras m'en tombent. Et alors, vous avez vu la suite des événements, toutes les heures, les choses évoluent à toute allure, puisque on a appris que le président du Kazakhstan et je crois celui de l'Ouzbékistan, me semble-t-il, et le roi du Maroc ont donné leur accord pour acheter leur siège à $1 milliard. L'Arménie aussi, ce L'Arménie, matin. voilà. Mais le Canada a dit non, qu'eux, ils ne voulaient pas payer. Et les Européens qui savent plus où se mettre, etc., parce qu'ils découvrent que finalement, les États-Unis sont leur pire adversaire, en fait. Donc, ils savent plus où se mettre. Et Macron a fait savoir il l'a pas dit lui-même, parce qu'ils ont tous peur de l'oncle Sam. Macron a fait savoir par des indiscrétions que la France refusait cette invitation. Et elle s'en tenait à l'ONU, et elle s'en tenait à une approche multilatérale traditionnelle du droit international. Donc ça, c'était hier. Et ce matin, on apprend quoi? Que Trump a été piqué au vif. Et donc, il décide d'augmenter de 200% les droits de douane sur les vins et les champagnes français. Et il a dit, de toute façon, Macron va finir par accepter. Comme si Trump laissait entendre qu'il avait des moyens de pression sur Macron qu'il n'a pas encore sortis. Où est-ce qu'on va? Donc, alors moi, je trouve ça très, très grave, parce que si cette affaire allait de l'avant... Alors, il a invité la Russie. J'ai vu que le Kremlin a répondu qu'ils avaient reçu l'invitation, ils n'ont rien dit d'autre. Je ne suis pas sûr qu'il ait invité la Chine, parce que là aussi, c'est une pierre dans le jardin de la Chine. Mais c'est extrêmement grave, parce que ça veut dire que le pays créateur des Nations Unies, c'est à la charte de l'ONU, ça s'est signé à San Francisco. C'était le président Truman et ses services qui avaient... puis c'est une idée qui remontait à Roosevelt. Pendant la Seconde Guerre mondiale, il avait été question de recréer une société des nations qu'avait torpillé Hitler dans les années 30, de la recréer, mais sous une autre forme. Et l'Organisation des Nations Unies, n'oubliez jamais que c'est les Nations Unies contre le nazisme et le fascisme. Hein. Ce qui fait que les deux Allemagnes, l'Italie et le Japon, les puissances de l'Axe, ont été interdites d'ONU Alors, l'Italie et le Japon sont entrés en 1955, 10 ans après la fin de la Seconde Guerre mondiale, et les deux Allemagnes sont entrées en 1973. Il a fallu quand même attendre 28 ans avant que l'Allemagne soit acceptée à l'ONU. Donc c'était bien une organisation des Nations Unies contre quelque chose. Et Trump est en train de s'aborder ça. Mais si on va dans sa direction, s'il est le président, c'est l'élaboration d'un gouvernement mondial, en fait. C'est ça. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Je ne sais pas si les gens se rendent compte de ce que ça signifie. Donc c'est évident à mon avis, c'est évident que la Russie ne peut pas accepter ça, et c'est encore plus évident que la Chine ne peut pas l'accepter. Donc on va vers des situations très difficiles. Mais je voudrais attirer l'attention des auditeurs sur la situation dramatique de la France, puisque lorsque Trump menace la France, si on verse pas $1 milliard pour participer à son truc, pour un gouvernement mondial sous son autorité, on augmente de 200% les droits sur le champagne et les vins, ça veut dire qu'il y a un moment à partir duquel il va falloir que les Français comprennent que notre adversaire numéro 1, notre ennemi numéro 1, c'est bien les États-Unis d'Amérique. Hein, et que par ailleurs, notre ennemi numéro 2, c'est l'Union européenne. Parce que normalement, dans un pays normalement constitué face à ça, la France, elle devrait prendre de sa propre initiative. Très bien. Nous, on augmente de 500% les droits de douane sur toutes les productions américaines. Et puis, les films américains, il y a des quotas, hein, pas plus d'un film américain nouveau par mois en France, dans les salles de cinéma et à la télévision. Et puis, on ne peut pas le faire. On est pieds et poings liés par l'Union européenne. Or, dans les pays de l'Union européenne, vous avez des gens comme le Danemark, etc., qui sont déjà dans la main des Américains, pour pas parler des pays de l'Est. Ils en ont finalement rien à faire de défendre les vins et le champagne français. Donc la France, elle n'a pas de moyens de rétorsion. Et puis vous me permettrez de conclure quand même sur quelque chose que je trouve assez extraordinaire. Là, d'ailleurs, Trump vient de dévoiler en plus des messages SMS de Macron, il faut dire que Macron fait pareil. Hein, donc, voilà, mais je crois que l'Occident a perdu la boule, en fait. Et là, il proposerait, Macron en SMS à Trump, un G7, puisqu'on assume la présidence du G7 actuellement, jeudi après Davos,
à Paris avec l'invitation en marge du G7 des Russes. Oui, alors, moi je me réjouis qu'on reprenne contact avec les Russes, mais enfin, je me suis, vous aussi, d'autres aussi, mais enfin, on a été une petite minorité à se faire insulter pendant plusieurs années parce qu'on disait qu'il fallait pas faire ce qu'on faisait avec la Russie. Donc on voit bien Macron, il est obligé de constater une chose, c'est que la Russie respecte le droit international, même dans son intervention en Ukraine, puisque je rappelle quand même que l'Ukraine était en train de préparer la guerre contre la Russie, donc c'est le droit de légitime défense. Et que, par ailleurs, la Russie n'a jamais menacé la France, contrairement à ce qu'on nous raconte. Parce que tout le narratif dont on nous abreuve, moi, je me suis fait traiter de munichois, de collabo de Poutine, que j'avais les valises de Poutine. Mais en fait, celui qui menace, l'État qui menace et l'Union européenne, et le Danemark, et maintenant la France, c'est bien les États-Unis d'Amérique. Si vous voulez, c'est une espèce de justice immanente qui m'est rendue. En 2014, quand j'ai été invité chez Ruquier, j'avais été avec Madame Léa Salamé, elle m'avait dit, parce que je dénonçais le pouvoir des États-Unis en Union européenne, elle m'avait dit, mais Monsieur Asselineau, vous faites de l'anti-américanisme primaire. Mais alors aujourd'hui, tout le monde fait de l'anti-américanisme primaire. Elle en dit quoi, Madame Léa Salamé, là? Elle s'est cachée, elle s'est cachée derrière Monsieur Glucksmann. Elle en dit quoi? Qu'est-ce que disent les autorités françaises? Que disent les autres responsables politiques français des États-Unis d'Amérique? J'avais raison. J'étais pas le seul, mais moi je m'alignais dans la lignée de la pensée gaullienne. Et De Gaulle savait parfaitement que les États-Unis d'Amérique étaient notre adversaire numéro un, et qu'il fallait que nous on joue sur les contre-pouvoirs. Et rappelez-vous, paraît-il, le type que les Français veulent plébisciter à l'Élysée, Bardella. J'ai pas rêvé. Il y a encore un mois, il a sorti, vous savez, avec un air gourmet du type qui a bac plus 0, aucune expérience professionnelle, mais qui explique au monde entier comment il faut se comporter et qui explique aux pères de famille comment il faut gérer des enfants, etc. Ce monsieur Bardella qui a dit à Rochebain que la Russie était notre adversaire principal, c'était un ennemi une menace multidimensionnelle. C'est ça la vision géopolitique. Qu'est-ce qu'il dit, Bardella, des États-Unis? Zemmour, Knafo aux abonnés absents. Hein? Il faut donc bien se rendre compte que là, ce qui est en train de se passer, c'est d'un seul coup, excusez-moi de le dire, je le dis en utilisant le mot dans son acception d'origine, c'est une apocalypse. Apocalypse, vous savez, en grec, calypso, c'est ce qui est caché. Hein? Voilà. C'est ça que ça veut dire. Un eucalyptus, c'est quelque chose qui est bien caché. Calypso, la nymphe calypso, c'est ce qui est caché. Et en grec ancien, apocalypse, c'est dévoiler ce qui était caché. Ça veut dire la révélation. Hein, dans le langage courant, l'apocalypse, c'est la fin du monde. Mais si vous reprenez d'ailleurs l'apocalypse de Jean dans le Nouveau Testament, après les évangiles, vous avez le dernier texte, c'est l'Apocalypse de Jean. En fait, c'est pas la fin du monde. Si vous relisez l'Apocalypse de Jean, c'est une révélation. Et donc là, on est face à une espèce de révélation où les Français sont en train de découvrir, à jet continu depuis 15 jours, 3 semaines, que l'Union européenne ne nous protège absolument pas, que la France n'a plus aucun pouvoir, que le président de la République, tout ça, ça n'a plus rien du tout. Il suffit de voir l'affaire Mercosur. C'est pas pour rien qu'il y a des mairies à travers la France, des maires qui commencent à retirer les drapeaux européens, parce qu'on se rend compte que la France, elle est ligotée avec un attelage d'États qui nous veulent du mal. L'Allemagne, elle nous veut du mal. Elle veut vendre ses Mercedes en détruisant l'agriculture française. C'est pas sympa, hein. C'est pas du tout sympathique comme approche, hein. D'ailleurs, au passage, ils risquent d'être punis parce que vous savez que les producteurs chinois d'automobiles, à commencer par BYD, sont en train de construire des usines de fabrication automobile très importantes chinoises au Brésil. Et donc, en vertu de l'accord Union européenne-Mercosur, on va voir arriver des voitures chinoises venant du Brésil. Bon, donc la France se rend compte que les agriculteurs, on est en train de tuer l'élevage en France quand même. Et si l'Ukraine entre dans l'Union européenne, ça sera l'ensemble de l'agriculture familiale qui va disparaître dans les années qui viennent. L'Union européenne, c'est un désastre tous azimuts. Et on le voit d'ailleurs dans les statistiques. Vous avez vu là, c'était il y a quelques jours, on apprend des choses inouïes. Enfin, la France est en chute libre en ce moment.
Nos exportations, maintenant, nous sommes dépassés par l'Italie, on est dépassé par les Pays-Bas. Les exportations belges représentent 80% des exportations françaises. Et on apprend que le PIB du Texas va bientôt dépasser le PIB de la France. La France, elle est en chute libre dans tous les domaines. Et donc là, on découvre maintenant que, en fait, les États-Unis, eh bien, c'est eux qui règnent sur la planète. Il faudrait absolument changer complètement les choses. Moi, j'ai mon idée sur ce qu'il faudrait faire. Sur l'affaire de Trump, c'est quelqu'un, c'est un peu comme, je suis désolé de la comparaison, mais il a des points communs avec Adolf Hitler. Hein. Adolf Hitler qui avait sorti l'Allemagne de la SDN, Adolf Hitler qui jouait en permanence le rapport de force, hein, qui faisait du jeu comme ça. Trump, il ne connaît que le rapport de force. D'ailleurs, ce que disait De Gaulle, hein, dans le monde international, il n'y a pas d'amis, il n'y a que des intérêts. Ah. Et donc la France, qui s'est bercée d'illusions pendant des années, en croyant qu'il y avait le couple franco-allemand, etc. Non, on est alliés. Et la France, elle ne peut compter que sur elle-même, hein, comme tous les peuples du monde. Donc là, si dans une affaire comme ce qui est en train de se passer, moi je trouve qu'il n'y a aucune réflexion qui soit vraiment menée sur les rétorsions à l'égard des États-Unis. Il faut reconnaître à Macron et à quelques Européens là, d'avoir dit on va prendre des contre-mesures, hein, le truc anti-coercition, on va monter les droits de douane sur les États-Unis. Mais le problème, c'est que c'est un attelage de 27 États plus Madame von der Leyen, la Commission européenne, qui sont en fait, il y a beaucoup de ces gens-là qui sont dans la main des Américains, qui sont proches des États-Unis. Regardez le secrétaire de l'OTAN, Rutte, qui est l'ancien Premier ministre néerlandais, il dit plus rien. Il est écartelé, parce que par fidélité aux États-Unis, il est secrétaire général de l'OTAN, mais il est complètement écartelé. Donc on voit qu'il y a un immense malaise au sein de l'Union européenne. Moi, ce que je ferais, enfin ce qu'il aurait fallu faire depuis longtemps d'ailleurs, c'est que la France doit sortir de l'UE, doit sortir de l'OTAN, c'est dans mon programme. C'est d'ailleurs de plus en plus de gens commencent à se rendre compte que c'est ce qu'il faut faire en effet. Mais avec 18 ans ça fait 18 ans que je clame dans le désert. Mais ce qu'il faudrait aussi, c'est se rapprocher des BRICS. Et moi, je dis que face à la menace qu'il y a actuellement sur l'ONU, la France devrait se rapprocher de Moscou, de Pékin, de New Delhi, de Brasilia, etc., de Johannesburg, des BRICS, et proposer qu'en rétorsion, tous ces pays sortent, ne vont plus à l'ONU, dont le siège est à New York, et même reconstituent l'ONU ailleurs, par exemple à Strasbourg, puisque nous, en sortant de l'Union européenne, on a tous les espaces du Parlement européen qui sont absolument gigantesques, qui deviennent vides. Ça peut être ailleurs. Mais si vous voulez, s'il y avait cette menace en disant très bien, Marco Rubio, le secrétaire d'État, vous avez dit que vous n'avez rien à faire de l'ONU. Il l'a dit publiquement, il a dit qu'il n'avait rien à faire. Mais si vous n'avez rien à faire de l'ONU, et si maintenant Trump décide de court-circuiter l'ONU, ben les pays membres de l'ONU, ils disent très bien, nous on se casse de ce truc-là, excusez-moi de parler vulgairement, mais ils vont s'installer ailleurs. Ils vont s'installer, par exemple, en France, qui serait une puissance d'équilibre. Ça serait moins gênant que d'aller s'installer à Moscou ou à Pékin. Donc, ça peut être aussi à New Delhi. Enfin, bref. Et en tout cas, il faut qu'il y ait une contre-mesure qui soit prise. Parce que il faut que Trump, il se rende compte que il n'a pas tout pouvoir. Hein. Voilà. C'est ça que je pense qu'il faudrait faire. Oui. Alors, on a déjà plus d'une heure d'échange, François. J'aurais aimé juste qu'on termine sur, relativement rapidement, si c'est possible, sur le Mercosur signé aujourd'hui, et je dirais cette France qui est l'UE contre la France, ce qui est un élément supplémentaire, on l'a vu, et qui implique justement la nécessité du Frexit. Oui, je l'ai dit tout à l'heure, on peut y revenir, effectivement. Ça a été un peu évoqué, mais oui. Oui, on peut y revenir. Qu'est-ce que retiennent les Français ? Ils retiennent que c'est un truc qu'ils connaissaient pas bien, ça fait 25 ans qu'il y avait des négociations. Mais les Français, ils retiennent que Macron avait dit qu'il était hors de question, qu'il se battrait jusqu'au bout, que ci, que ça. Ils retiennent que Macron, il a voté non devant la réunion des chefs d'État et de gouvernement. Ils retiennent que la France a été minorisée, parce qu'on n'a pas eu la minorité de blocage du fait que l'Italie nous a poignardé dans le dos. L'Italie, d'ailleurs, vous avez vu, qui refuse
d'envoyer des soldats au Groenland et qui reste très proche de Donald Trump, Mélanie, parce qu'il y a toujours ça. Ce qui est formidable avec l'Union européenne, c'est que vous êtes certain qu'il n'y aura jamais l'unanimité. Il y a toujours des États qui ne sont pas d'accord et donc qui sapent de l'intérieur l'unité. Et donc les Français, ils ont vu qu'on n'avait plus la minorité de blocage. Ils savaient même pas ce que c'était, les Français. Mais ils ont découvert en fait que on peut imposer à la France une politique qui est fondamentalement contraire à des intérêts nationaux vitaux, c'est-à-dire le maintien de l'agriculture familiale, notamment de l'élevage. Voilà. Et ça, je pense quand même que c'est une découverte. C'est une découverte parce que tout simplement, on m'interdit d'antenne. Donc ça fait depuis moi, les gens qui me suivent sur Internet, des gens qui, comme vous, avez la gentillesse de m'inviter, savent quand même toutes mes analyses, qui ont été un petit peu reprises ici ou là, mais enfin c'est quand même l'UPR, le fer de lance du Frexit depuis 18 ans, pas seulement d'ailleurs sorti de l'UE, la sortie de l'OTAN. Je rappelais l'algarade que j'avais eue avec Léa Salamé. Je rappelle d'ailleurs au passage que sur la scène politique française, il n'y a aucun responsable politique qui, comme moi, peut-être un petit peu à l'extrême gauche et encore, mais qui, comme moi, explique le rôle délétère des États-Unis d'Amérique. Et en fait, on est dans une lutte culturelle avec les États-Unis d'Amérique et avec le reste du monde. Enfin, quand je vois, par exemple, une chaîne comme CNews qui, matin, midi, soir et la nuit, passe son temps à taper 24 heures sur 24 contre les Arabes, je ne dis pas qu'il ne faut pas faire attention effectivement à l'islamisme, mais je dis simplement déjà que CNews n'a jamais explicité les liens qu'il y a entre les États-Unis et l'islamisme, le financement de l'islamisme, du terrorisme musulman par les Américains, Daesh, etc. Tout ça est parfaitement documenté, le rôle du Qatar dans les banlieues. Jamais vous ne verrez CNews s'attaquer à ça. Par ailleurs, aucun responsable politique français ne s'attaque comme je le fais à cette guerre qui nous est menée par les États-Unis, soit directement, soit par l'Union européenne interposée. Et tout ça, en l'espace de 15 jours, les Français découvrent. Les Français découvrent que l'Union européenne ne nous protège pas, le Mercosur. Elle ne nous protège pas du tout, parce que nous votons pour des gens qui... avec les vins et spiritueux, justement. C'est-à-dire que les attaques américaines, nous ne sommes protégés en rien. Par contre, nous sommes les premiers à défendre les Danois. En rien. Exactement, parce que en fait, moi, par exemple, si dans ce genre de cas, comme moi, je ne me serais pas mêlé des affaires du Groenland, je ne serais pas dans le collimateur de Trump. Moi, je veux me mêler de ce qui concerne les Français. Nous devons défendre notre précaré. Voilà, nous n'avons pas d'intérêt au Groenland. Voilà, puisque de toute façon, le gouvernement danois, il est dans la main des Américains. Et vous avez vu d'ailleurs cette chose inimaginable. Mais moi, j'ai quand même un certain âge, je n'ai jamais vu un truc pareil. Est-ce que vous avez vu que Mette Frederiksen, qui est la première ministre du Danemark, oui, lorsqu'il a été question d'envoyer ses 15 soldats français, 13 soldats allemands, 2 soldats britanniques, un soldat suédois, enfin bon, bref, c'est la 7e compagnie, il y a 30 soldats qui vont y aller, elle a accompagné ça d'un discours pour expliquer que qu'il ne fallait pas se méprendre sur l'objet, et que c'était pour défendre l'Arctique des menées de la Russie. Et de la Chine. Et de la Chine. Les bras m'en tombent. Ce degré d'avilissement et d'asservissement, c'est-à-dire qu'elle n'ose même pas dire les choses telles qu'elles sont. Comme disait, c'était De Gaulle qui avait cette expression aussi. Il a dit qu'il fallait dire que l'ennemi, c'est l'ennemi. Parce que dans les années, en 1940, après la débâcle et sous Pétain, les collabos avaient inversé les choses. C'est-à-dire que sous la France pétainiste, en fait, quasiment nos alliés, c'était quasiment les Allemands. C'était eux qui nous avaient protégés en définitive du judéo-bolchevisme, qui nous protégeait des menées des anglo-saxons, etc., etc. Et donc, on avait fait passer De Gaulle pour un agent de la City londonienne, même les communistes français, c'est ça qu'ils reprochaient. Et donc, il y avait une inversion. On ne savait plus qui était l'ennemi de qui.
Voilà. Et c'est De Gaulle avait dit, moi, il faut dire que l'ennemi, qui est l'ennemi? L'ennemi, c'est cela. Et De Gaulle, que l'on ne pouvait pas soupçonner par ailleurs de se plier aux Soviétiques ou aux Américains, il avait nommé que l'ennemi, c'était bien l'Allemagne. Et quitte ensuite, d'ailleurs, une fois que la guerre avait été terminée, de s'opposer à la menace soviétique. Hein. Il avait soutenu les États-Unis sur l'affaire de Cuba. Il avait reproché à, enfin, il s'opposait aux soviétiques, mais en même temps, il leur tendait la main, comme avec la grande commission mixte franco-soviétique. Voilà. Donc là, c'est la même chose. Il faut que les Français, et je pense que beaucoup sont en train de découvrir que le grand méchant loup russe, ben non. En fait, c'est quand même un État qui ne nous a pas fait de mal. C'est nous qui lui faisons du mal. Mais concrètement, il ne nous a pas fait de mal. En revanche, ceux qui nous font du mal, et de plus en plus, c'est les États-Unis. Voilà. Et l'Union européenne non seulement ne nous protège pas, mais même elle aggrave la situation parce qu'elle nous force à être solidaires de causes qui ne sont pas les nôtres et qui nous valent la vindicte des États-Unis. Et on est les premiers aussi à se montrer solidaires de causes qui ne sont pas les nôtres. Il y a quand même cette haute trahison permanente avec Emmanuel Macron, ce qui explique pourquoi vous demandez à juste titre, avec d'autres, sa destitution. Ouais, ça, je crois que maintenant, les carottes sont un peu cuites pour la destitution. On pourrait peut-être dire un mot du sketch qui se passe à l'Assemblée nationale. Là. Le 49-3. Enfin, je sais pas vous, mais moi, j'avoue, je n'arrive plus à suivre. On a l'impression alors vous avez vu, c'était au mois d'octobre, vous aviez le Cornu qui avait mis un point d'honneur, il avait dit qu'il n'utiliserait pas l'article 49.3 pour le budget, que c'est un problème de principe, et que si et que ça, c'était sa marque de fabrique. Il prenait le contre-pied d'Elisabeth Borne et de ses prédécesseurs, que lui, il était pour la discussion, et ci et ça. Et puis hier, il dit, il avait utilisé l'article 49.3 pour le vote du budget. D'ailleurs, si j'ai bien compris les constitutionnalistes, il va y avoir trois fois le 49.3 pour la partie recettes, pour la partie dépenses et pour le tout. Donc, je ne dis pas qu'il peut peut-être pas faire autrement compte tenu de la configuration de l'Assemblée nationale, mais enfin, c'est encore une fois une promesse non tenue. Et puis, ce qui est vraiment absolument misérable là-dedans, c'est qu'il faudrait de temps en temps prendre un petit peu la hauteur de vue. Quand vous relisez les grands anciens, la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, vous apercevez que c'est à la fois dans la Déclaration des droits de l'homme, ça doit être aussi dans la Constitution de 1791, c'est que c'est une avancée fondamentale, c'est que c'est le peuple qui constate la nécessité de l'impôt. Et c'est le peuple qui, par ses représentants, vote l'impôt et puis également regarde l'utilisation de l'impôt. Donc normalement, tout ça est complètement perdu de vue. Les Français, on les ponctionne par dizaines de milliards d'euros depuis des années, pour l'Union européenne, et maintenant s'y ajoute par ailleurs l'Ukraine interdite de débattre, on n'a pas le droit, et tout ceci, les députés. Les députés ont complètement perdu leur raison d'être. On a des petites magouilles entre les Républicains, Olivier Faure du Parti socialiste, le Cornu. Tout ça, ça doit se rencontrer par des nuits sans lune, au pavillon de la Lanterne, ou je sais pas quoi, ou des négociations du style, voilà. Parce qu'en fait, ils veulent surtout pas repasser devant les électeurs. C'est ça. Il y en a beaucoup qui vont être laminés. Donc là, il va y avoir 2 motions de censure. L'une déposée par LFI, l'autre déposée par le RN, elles ne vont pas passer, parce que LR et le PS ne vont pas vouloir risquer qu'il y ait une dissolution. D'ailleurs, une dissolution 1 an avant la présidentielle, ce serait un petit peu bizarroïde. Enfin, je pense qu'ils ne vont pas le faire. Donc tout ça, ce sont des gens dont l'objectif principal des députés, ça n'est pas de voter la contribution publique. Ça n'est pas, c'est totalement pas. On piétine la Déclaration des droits de l'homme. C'est l'objectif des députés socialistes, c'est de rester députés socialistes pour continuer à gagner Donc vraiment, il y a un dévoiement total de l'action publique, des institutions. Voilà, c'est comme le RN qui passe son temps
à taper. J'ai vu que Madame Le Pen, là, elle fustige le Mercosur. La France n'est plus maître chez elle. La France n'a plus. Alors elle dit ça. J'ai vu qu'il y a Monsieur Mariani qui s'en prend encore une fois à la position contre la Russie. Mais tout ce petit monde reste dans l'Union européenne. C'est ça. Il y a quand même des limites à se moquer du monde. Voilà. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Donc, ce qui est bien, enfin, il y a une petite chose, un petit éclairci dans ces scènes épouvantables, obscures. C'est pour ce qui nous concerne. Nous, on se porte plutôt bien à l'UPR. Il y a quand même des gens qui nous rallient. Ben oui, des gens qui on retrouve d'ailleurs, ça me dépasse d'ailleurs, il y a des gens qui de plus en plus, des jeunes et des moins jeunes, qui retrouvent des déclarations que j'ai pu faire il y a 8 ans, 10 ans, 15 ans, et qui découvrent. Je conseille d'ailleurs à tous ceux qui me regardent d'aller voir ma conférence qui date, que j'ai faite il y a plus de 15 ans, qui gouverne la France et l'Europe, où je décris les États-Unis, je décris le rôle des États-Unis, je décris comment les États-Unis se sont constitués avec ces achats successifs, je décris que la construction européenne a été une volonté des États-Unis, etc., etc. Je suis désolé de me citer, mais que les gens revoient ça aujourd'hui et ils vont dire, c'est Asselineau qui avait raison. Parce que comme vous savez, c'est ce que disent ce proverbe égyptien que j'aime souvent citer, hein, le principal atout de la vérité, c'est qu'elle dure. Eh oui. Vous reconnaissez la justesse d'une pensée et d'une analyse au fait que, à travers les années, elle est toujours valable. Reprenez les déclarations des uns et des autres. Je citais tout à l'heure ce pauvre Bardella là, qui ne comprend rien à rien sauf que lire ses fiches McKinsey, et maintenant, paraît-il, de sortir avec une princesse de Bourbon des Deux Siciles pour faire mousser dans les magazines People, Gala, le même qui nous avait vendu le narratif que c'était un enfant méritant sorti des banlieues dans un milieu pauvre. Hein, bon, mais Bardella, mais vous avez, je vois Monsieur de Villepin maintenant, je vois tous les gens qui commencent à dire qu'il faut se défendre face aux États-Unis. Voilà, ce sont des suivis, ce sont des gens qui n'ont aucune capacité d'analyse. C'est vraiment, c'est affreux, c'est lamentable. On a une classe politique qui n'a même pas le courage de regarder la réalité en face et qui croient, ils ont tous peur. Ils ont tous peur du quand dira-t-on sur TF1, sur LCI, voilà. Alors, s'ils ont peur de Gilles Boulot ou de Pascal Praud, vous voulez leur confier les clés de la France face à Donald Trump? Bien, merci pour ces derniers propos, mon cher François. Voilà, je pense qu'on a fait le tour complet de la situation qui évolue en effet, qui évolue tous les jours, hein. Enfin toutes les heures même, puisque alors il y a un truc quand même, qui est complètement disparu de la circulation, c'est ce qui se passe en Ukraine. Hein. Or là, ça c'est important. On en a parlé avec Sylvain Ferreira pour justement expliquer que militairement, eh bien, l'Ukraine était en grande difficulté aujourd'hui. On n'en parle plus du tout. C'est absolument incroyable, les médias, cette capacité à... Absolument. Mais ce que dit Sylvain Ferreira, que j'apprécie beaucoup, je vais dans son sens. J'ai publié il y a plusieurs jours justement un tweet là-dedans. Si vous regardez on voit que sur le terrain... l'Ukraine est complètement enfoncée. Et je pense que... vous savez, j'avais dit, peut-être que j'avais raison encore, j'avais dit qu'il ne faut pas exclure qu'il y ait eu le 1er janvier ou le 2 janvier un petit appel téléphonique entre Trump et Poutine sur le thème tu me laisses le Venezuela, je te laisse l'Ukraine. Hein. Parce que la Russie, sur l'affaire du Venezuela, a fait des protestations. Mais bon, pro forma, comme on dit, pour la forme. Hein, mais, pour l'instant, il n'y a pas eu vraiment de mesures. Et au même moment, ce que fait Poutine en Ukraine, c'est un déluge de feu qui s'abat tous les soirs sur l'Ukraine. Voilà, ils sont sur le reculoir. Voilà. Et moi, j'ai pas vu que Trump ait bougé quoi que ce soit. Hein. Donc, à mon avis, Trump laisse faire. Et Trump a dû se dire que les Européens étaient vraiment des gens foutres.
Parce que vous vous rappelez la coalition des volontaires, encore une fois, de Macron, là. Macron qui veut faire la coalition des gens qui sont les puissances battues par la Russie et qui veulent dicter leurs conditions à la Russie qui est victorieuse. Mais c'est inimaginable. On a vraiment l'impression de gens qui vivent à côté de la plaque, quoi. Et ça, Donald Trump l'a bien compris. Donc je pense que Donald Trump en ce moment est en train de laisser tomber. D'ailleurs, le simple fait que Macron, avalant son chapeau ou sa perruque, que Macron veuille maintenant faire le G7 avec la Russie, ça monte, c'est quand même, hein, voilà. Et ça veut dire, moi, les gens qui m'ont reproché pendant des années d'avoir les valises de Poutine parce que je disais qu'il fallait qu'on reste en bon terme avec la Russie, ils disent quoi là maintenant? En réalité, Macron, il commence à comprendre que c'est foutu l'Ukraine. Et donc, il veut essayer de se réaménager une sortie. Et moi, je pense qu'il ne faut pas du tout exclure que dans 2 jours ou dans 2 mois, ou d'un seul coup, on apprenne qu'il y a eu un accord entre Russes et Américains et que voilà, les États-Unis d'Amérique reconnaissent que la Russie, que toutes les républiques du Donbass, plus la Crimée, appartiennent à la Russie, que les États-Unis d'Amérique arrêtent tout financement à Zelensky, tout transfert de données, coupent les trucs Starlink, etc., etc. Et puis interdisent qu'on vienne avec la Russie que jamais l'Ukraine n'entrera dans l'OTAN. Point. Qu'est-ce qui se passera à ce moment-là? À ce moment-là, on apprendra peut-être que Zelensky s'est enfui dans un petit pays du Moyen-Orient avec fortune faite. Hein, c'est possible. Hein. À ce moment-là, on fera quoi, nous, les Européens? On aura l'air de ce qu'on a systématiquement. Comme là, sur le Groenland, on aura l'air d'imbéciles, quoi. Voilà. Tout à fait. Merci, François. Voilà. Merci. Et puis, malheureusement, malgré tout ça, bonne année à tout le monde, quand même. Voilà, une bonne année, en effet, puisque c'est la première fois que nous vous avons de l'année, mon cher François. On est content de vous avoir, comme à chaque fois. Eh ben, passez une excellente journée et à très bientôt sur GPTV, j'espère, en tout cas. Merci. Merci.